Donc, bonjour à tous, donc Clarisse Roux, pharmacien hospitalier au CHU de Nîmes. Donc, mon intervention porte sur les outils et les réorganisations qui ont été nécessaires pour le déploiement des activités de pharmacie clinique et leur optimisation dans l'environnement du CHU de Nîmes et pour le parcours de soins en chirurgie orthopédique, et comment on est passé d'une logique de prise en charge hospitalière à une logique de prise en charge de parcours. Tout d'abord, avant même la mise en œuvre des activités de pharmacie clinique, des outils et des réorganisations ont été nécessaires pour promouvoir le déploiement. Tout d'abord, la construction d'une plateforme logistique avec la réflexion et la réorganisation autour des achats, l'informatisation de la prise en charge médicamenteuse nous ont permis de nous recentrer sur nos activités pharmaceutiques et de déployer l'analyse pharmaceutique pour 100% de nos lits, donc analyse pharmaceutique de niveau 2, et ce, à moyen constant. Mais très vite, il nous est apparu nécessaire de déployer ces activités au plus près des patients et des unités de soins. À cette même époque, nous avons intégré les expérimentations de la Haute Autorité de Santé pour développer la conciliation médicamenteuse dans les établissements de santé, et donc premier pas dans les unités de soins. Mais il nous restait à définir qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment comme activité en service, où, quand, comment. Donc notre premier outil qui a été nécessaire pour le déploiement de nos activités de pharmacie clinique, eh bien, ça a été une étude pilote qui nous a permis de définir nos missions et les ressources humaines nécessaires à la réalisation de ces missions. À l'issue de cette étude pilote, nous avons donc défini que nous voulions faire de la conciliation médicamenteuse à l'entrée du patient pour sécuriser ce point de transition. Pendant le séjour, promouvoir l'efficience de la prise en charge médicamenteuse avec l'analyse pharmaceutique, donc cette fois décentralisée et non pas centralisée, des bilans partagés de médication, le suivi des recommandations de prise en charge et de l'éducation thérapeutique. À la sortie, donc, nous voulions promouvoir la sécurité du patient avec la conciliation de sortie et favoriser l'adhésion et l'observance du traitement par les entretiens pharmaceutiques, tout ceci dans le cadre d'un suivi collaboratif ville-hôpital. Mais par contre, cette étude pilote, elle a eu lieu dans des services de médecine. Qu'en serait-il d'un déploiement dans les services de chirurgie ? Alors vous me direz, mais pourquoi aller en chirurgie ? Parce que y a de l'iatrogénie médicamenteuse, bon c'est pas nouveau, il y en a dans tous les services. On faisait déjà de l'analyse pharmaceutique, on faisait des interventions pharmaceutiques, on détectait des erreurs médicamenteuses. Également, la littérature, elle était riche d'expérimentations de pharmacie clinique en chirurgie qui démontraient qu'il y avait des erreurs médicamenteuses. Également, notre but est de promouvoir l'efficience. Et chez nous, le pôle chirurgie, il est dans le top 3 des pôles les plus consommateurs de dépenses médicamenteuses. Donc, il faut y aller aussi. Alors, également, c'est pour une raison de stratégie. Pourquoi ? Parce que le pôle chirurgie, dans notre établissement, comme probablement dans les vôtres, le pôle chirurgie, il a un poids non négligeable au point de vue activité, au point de vue direction. Et c'est vrai qu'avec le recul, si on était parti seulement avec les pôles médicaux, probablement notre déploiement n'aurait jamais eu lieu. Ils ont été d'un appui très important. Mais si c'était un atout, en tout cas pour la démarche projet, ça n'en restait pas moins un risque de la part d'inconnus de développer ces activités de pharmacie clinique dans une prise en charge où on intervenait peu, uniquement en analyse pharmaceutique décentralisée. Alors, l'analyse pharmaceutique, on s'est dit, centralisée, on va la faire en décentralisé. On a quand même une marge de progression, puisque en chirurgie, on avait 55% environ de taux d'acceptation des interventions pharmaceutiques, versus 85% en médecine. Donc, on s'est dit, en faisant du décentralisé, on espère faire un jump dans le taux d'acceptation. Mais pour le reste, conciliation médicamenteuse à l'entrée, à la sortie, bilan partagé de médication, suivi des recommandations, éducation thérapeutique. En France, donc, à cette époque, on était donc avant 2013, c'était encore peu développé.
Et en plus, il y a quand même des particularités en chirurgie dans la prise en charge. Il y a le parcours patient qui n'est pas le même qu'en médecine. Pour les patients programmés de chirurgie, avant même d'être hospitalisés, ils sont déjà à l'hôpital pour des consultations d'anesthésie, d'orthopédie. Il y a toute la gestion du périopératoire des traitements. Il faut identifier qui fait quoi et à quel moment, ou pas, je dirais. Chirurgien orthopédiste ou médecin anesthésiste qui prescrit quand. Donc c'est dit, il va falloir qu'on s'adapte quand même à ce nouvel environnement, savoir si ce qu'on a développé en médecine, c'est applicable en chirurgie. Alors on est allé tester. On est allé tester pendant 1 mois, pas vraiment sous forme d'études pilotes, mais en tout cas on est allé voir si c'était possible de faire la même chose. Et on s'est dit, bah oui, en chirurgie c'est possible, ça marche, ça fonctionne même plutôt bien, avec un bon taux de satisfaction. On va faire de la conciliation médicamenteuse à l'entrée et à la sortie. On va faire de l'analyse pharmaceutique décentralisée, faire le suivi des recommandations. Pour l'instant, on laisse de côté le bilan partagé de médication et l'éducation thérapeutique. Donc cette première mise en œuvre, comment ça se passe? Donc comment ça s'est passé en tout cas? Dans le parcours de soins du patient, le pharmacien intervenait une fois que le patient il était hospitalisé. C'est-à-dire que dans une première étape, donc le patient qui allait subir une intervention chirurgicale prenait rendez-vous avec la secrétaire du service d'orthopédie qui créait à ce moment-là un séjour de préadmission. Séjour de préadmission dans lequel l'anesthésiste saisissait la prescription d'entrée à partir d'un recueil d'informations, donc l'entretien avec le patient lors de la consulte et éventuellement les documents qu'il a apportés. Une fois que le patient était hospitalisé, donc le pharmacien clinicien intervenait, donc réalise une conciliation médicamenteuse à l'entrée avec résolution des divergences, soit avec l'anesthésiste dans le péri-opératoire immédiat, soit avec le chirurgien orthopédiste, dans l'interne en l'occurrence. Ensuite, pendant le séjour, faisait de l'analyse pharmaceutique et suivait les recommandations de prise en charge avec émission d'intervention pharmaceutique, soit avec le médecin anesthésiste, soit avec le chirurgien orthopédiste. Réaliser une conciliation médicamenteuse de sortie, donc il y a toute son importance en chirurgie parce que les traitements chroniques ne sont pas represcrits uniquement les traitements intercurrents, donc c'est important de confronter les deux, avec résolution de divergence avec le médecin, le chirurgien orthopédiste. Puis un entretien patient de sortie, principalement axé sur des recommandations en termes de gestion de la douleur, prise en charge de l'anticoagulation, voire de l'antibiothérapie. Très vite, on a fait le bilan de cette première mise en œuvre. Donc on a déployé un pharmacien pour 58 lits de chirurgie orthopédique et ce pharmacien, il a concilié 45% des patients en hospitalisation complète, donc à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, dont 2/3 étaient programmés et dont plus de la moitié sont des personnes âgées de plus de 65 ans. Chez ces patients, il y a au moins 50% des patients qui présentent une divergence non intentionnelle, donc un taux qui est très élevé. Et parmi ces patients, 85% sont des personnes âgées. Ces patients ont 2,6 erreurs médicamenteuses en moyenne. Donc également, nombre par patient d'erreurs médicamenteuses qui est très élevé. Et tant bien que mal, à 90%, elles sont corrigées, c'est-à-dire en jonglant entre l'anesthésiste et le chirurgien orthopédiste, et en prenant son bâton de pèlerin, on arrive à faire corriger les divergences non intentionnelles. 100% des patients ont bénéficié d'une analyse pharmaceutique avec un taux d'acceptation qui, comme on le prévoyait, a fait un jump puisqu'on est passé de 55% à 85% d'acceptation. Par contre, ce qu'on a aussi observé après ce premier bilan, c'est qu'il y a clairement un virage ambulatoire avec une diminution de la durée moyenne de séjour en chirurgie qui a été très rapide. Donc, de par ce premier bilan, on en a dégagé des pistes d'amélioration et des pistes d'optimisation. La première piste d'amélioration, c'est de prioriser les patients, puisque je vous l'ai dit, on a, avec ce pharmacien, cette ressource humaine, on a concilié 40% des patients. Mais est-ce que c'est les patients qui sont les plus à même de bénéficier d'une conciliation médicamenteuse? En fait, c'est le tout venant qu'on a concilié, mais est-ce que c'était ceux qui en avaient plus besoin?
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de divergences non intentionnelles à l'entrée. Donc 50% des patients ont au moins une divergence non intentionnelle. 2,6 erreurs médicamenteuses par patient, c'est énorme. Donc il faut trouver un moyen quand même de diminuer ce nombre d'erreurs médicamenteuses qu'on doit résoudre. Également, on intervient après, une fois que le patient est hospitalisé. Donc il y a l'anesthésiste qui fait une première recherche d'information, et puis une fois que le patient est hospitalisé, le pharmacien il recommence à zéro, il refait une recherche d'information. Donc c'est vrai qu'en discutant avec l'anesthésiste, ils m'ont dit ce serait bien qu'on optimise un peu ça, parce que vous faites le boulot d'un côté et nous de l'autre, ce serait bien d'optimiser. Et en plus, ça permettrait de s'adapter à la durée moyenne de séjour qui diminue. Il faut donc adapter notre activité de pharmacie clinique à cet environnement. Alors, pour prioriser les patients, on a un étudiant, un thésard, qui a fait son sujet de recherche sur justement la priorisation des patients. Il est là. Il était venu vous présenter ce score il y a 2 ans au congrès de pharmacie clinique. Alors, je ne vais pas vous refaire la présentation, parce que de toute façon, je la ferai vraiment beaucoup moins bien que lui. En tout cas, il a publié en 2017 dans PLOS ONE. Donc, à partir des datas de vie réelle qu'on lui a fournies sur les erreurs médicamenteuses, les divergences non intentionnelles, eh bien, il a mouliné tout ça et il nous a construit un score qui est là. Donc, c'est un score qui est entièrement automatisable, qui est intégré dans notre système d'information. S'il vous paraît compliqué comme ça, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire un score de 0 à 1. Et en fait, plus le score tend vers 1, plus le patient est prioritaire pour qu'on applique notre modèle de pharmacie clinique, nos activités de pharmacie clinique. Pour diminuer le nombre de divergences non intentionnelles à l'entrée du patient et optimiser le temps passé à la recherche d'informations, eh bien, il a fallu qu'on revoie notre organisation, on revoie le moment où on intègre nos activités dans le parcours de soins du patient. Donc la deuxième organisation qu'on a mis en place dans le parcours de soins en chirurgie, c'est celle-là. C'est-à-dire que le patient prend rendez-vous avec la secrétaire de la consulte d'anest, de la consulte d'ortho, qui crée donc un séjour de préadmission et qui nous renseigne la pharmacie habituelle du patient dans le dossier. On a accès au planning des consultations. Et 7 à 10 jours avant la consultation, on fait un premier bilan médicamenteux à l'aide de la pharmacie du patient qui a été notée dans le dossier médical, et également on appelle le patient. Et ce premier bilan médicamenteux, on le saisit dans notre logiciel. Il est donc disponible à l'anesthésiste, à la consultation d'anesthésie, qui va en fait le compléter, l'enrichir des dires des patients et des documents qu'on aura demandé au patient d'amener. Ensuite, le patient est hospitalisé et à l'entrée du patient, donc on fait donc une conciliation médicamenteuse, mais à partir d'un bilan médicamenteux qui est déjà pas mal consolidé, donc c'est beaucoup plus rapide. On le modifie uniquement sur les quelques modifications qui auraient été faites entre le moment où il y a eu la consultation d'anesthésie et l'admission du patient. Donc on a testé cette deuxième organisation chez les patients programmés de prothèse totale de hanche, de genou et d'épaule. Donc dans 60% des cas, le bilan médicamenteux il a été utilisé par l'anesthésiste, et pour ces patients-là, il n'y a pas eu d'erreur médicamenteuse à l'entrée, pas de divergence non intentionnelle. Il y a des bilans médicamenteux qui n'ont pas été réalisables, donc 6%, c'est pas la majorité, parce qu'il n'y avait pas la pharmacie, parce qu'on n'a pas réussi à joindre le patient. 35% des bilans médicamenteux qui ont été réalisés mais qui n'ont pas été utilisés par l'anesthésiste. Alors soit parce qu'il n'y avait pas la préadmission et donc ils n'ont pas pu récupérer le bilan, soit parce qu'ils ne savaient pas manipuler le logiciel. Mais toujours est-il que ce bilan médicamenteux, il était fait. Donc on pouvait l'utiliser quand même à l'entrée pour aller plus vite. C'est une organisation qui est satisfaisante à la fois pour le pharmacien clinicien parce qu'il a l'impression vraiment de faire le recueil de données et le bilan médicamenteux au bon moment, de prévenir les erreurs médicamenteuses et de ne pas courir après la correction des divergences une fois que le patient est là. Et également pour l'anesthésiste parce qu'en fait, on lui fournit des datas déjà pas mal consolidées et lui, ça lui fait gagner du temps et puis ensuite, on le ressollicite pas pour modifier la prescription.
Par contre, c'est consommateur de ressources humaines puisqu'on intervient à deux moments, pendant l'hospitalisation et en amont de l'hospitalisation. Donc on l'a gardé cette organisation, mais pour des patients ciblés. Nous avons donc des perspectives d'organisation, toujours pareil pour s'adapter à l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'au CHU de Nîmes, les consultations d'anesthésie, quelle que soit la discipline, sont en train de se regrouper à un même niveau, à un même étage. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment d'être encore plus efficace, encore plus efficient dans la recherche des données pour le bilan médicamenteux. On pourrait créer une consultation pharmaceutique pré-anesthésie où on ferait du coup ce bilan médicamenteux avec le patient. Et quand on a présenté ce projet aux anesthésistes, ils nous ont dit, mais en fait, on vous a gardé un bureau. Vous avez un bureau au niveau des consultations d'anesthésie. On s'est dit, en fait, on ne doit pas s'adapter à l'environnement. Finalement, c'est l'environnement qui s'adapte à nous. Bon, quand même pas tout à fait, mais en tout cas, il va falloir vraiment rechercher quelle est l'organisation optimale pour réaliser ces consultations pharmaceutiques. Ça demande encore des ressources humaines parce que, oui, on doit être à ce niveau-là, des consultations pharmaceutiques au niveau de cet étage où il y a toutes les consultations, mais il faut aussi qu'on soit en service quand même pour les patients qui sont hospitalisés. Donc, on est en train de déposer un appel d'offres de recherche pour mesurer l'impact de cette nouvelle organisation et pouvoir éventuellement chiffrer, justifier de ressources qui nous permettraient d'adapter de prendre en compte cette organisation. La deuxième perspective, c'est que, je vous l'ai dit, le patient de chez orthopédique, il ressemble à ça, mais il ressemble surtout à ça. C'est-à-dire c'est un patient âgé. Et donc, jusqu'à présent, on avait quand même évincé certaines activités du modèle de pharmacie clinique, mais on s'aperçoit qu'il y a trogénie qu'on détecte à l'admission. Mais souvent, c'est la cause directe de l'hospitalisation. Exemple, la chute des patients, fracture du col du fémur, patients polymédiqués avec de multiples psychotropes. Donc autant jusqu'à présent on avait écarté le bilan partagé de médication, autant il nous paraît maintenant évident de le développer en chirurgie orthopédique et donc de développer ces bilans partagés de médication. En plus, dans la région, il y a une dynamique autour de ce bilan partagé de médication en ville et à l'hôpital, donc avec un accompagnement par l'URPS pharmacien d'officine et le réseau d'enseignement et d'innovation en pharmacie d'officine à travers un projet régional qui s'appelle BIMEDOC, bilan de médication en Occitanie. Et donc, il nous paraît essentiel maintenant, au-delà de la simple, on va dire simple, entre guillemets, prise en charge hospitalière pharmaceutique, de développer une prise en charge dans une logique de parcours. Il faut qu'en fait, notre activité de pharmacie clinique, elle s'intègre dans un parcours patient pour la chirurgie orthopédique. Donc là aussi, ça demande des ressources humaines, bien évidemment, et c'est dans ce sens qu'on a déposé un projet pour la ODGOS, donc là, à la fin de l'année 2017, qui mesure donc l'impact de la mise en œuvre d'un bilan partagé de médication en chirurgie orthopédique avec un binôme pharmacien-clinicien, médecin-somaticien. Donc, en conclusion, les activités de pharmacie clinique, elles doivent s'intégrer dans la prise en charge pluriprofessionnelle des patients. Il faut réfléchir maintenant en termes de parcours et non plus en termes de simple prise en charge hospitalière. Appliquer le modèle de pharmacie clinique. Donc, on avait au départ évincé certaines activités. Finalement, on se rend compte qu'elles s'appliquent et qu'on doit en fait les intégrer, mais qu'elles doivent s'adapter de manière, je dirais, continue finalement à l'environnement qui évolue et donc de modifier nos organisations. Je vous remercie de votre attention.